Bonjour, je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Pour des raisons de santé, je présente cet épisode de mon domicile. Meshtehibou, la Grande Rivière, située dans le territoire des Inuits de Uashat-Makmaliotenam, compte parmi les joyaux de la pêche au saumon. Mais la cohabitation entre les non-autochtones et les autochtones y est parfois difficile. Voici le reportage que j'ai préparé pour vous. Les Inuits ont pêché dans la rivière Moisie depuis des temps immémoriaux. Mais ce n'est que depuis quelques années qu'ils ont accès aux meilleures parties de la rivière. C'est seulement le principe qu'on n'en veut pas aux Sétillans, on en veut vraiment à ces Américains-là que ça fait une centaine d'années qu'ils occupent le meilleur secteur de la rivière. Il faut redonner la rivière aux locaux. Les tensions y sont toujours présentes. Le récent événement sur la rivière Moisie le prouve. Selon la SQ, il y a eu une arrestation sur la rivière d'un homme de Sept-Îles. Il devrait comparaître sous les chefs d'accusation d'intimidation, harcèlement et de conduite dangereuse. Le chef de Uashat-Makmaliotenam, Mike McKenzie, a commenté cet événement dans un communiqué. Sont un exemple flagrant du racisme dont les Inuits sont victimes depuis des centaines d'années. L'ignorance des droits des Autochtones est la principale source de cette tension. Ça suffit. Le principal litige est situé au Club Adams, un campement privé. Autrefois, les Inuits qui descendaient de leur territoire pour l'été et qui revenaient d'aller chasser le caribou descendaient là. Les propriétaires sont américains. La question du club, s'il n'est pas réglé, ces tensions-là vont continuer. C'est vraiment, on en veut vraiment aux Américains puis au gouvernement qui ont cédé ce territoire-là sans consulter les Inuits. Le camp Adams est situé dans les fosses royales. Lorsqu'un saumon revient pour frayer, il remonte la rivière et les premières fosses sont les meilleures car c'est là que le saumon se repose. Les droits de pêche ne sont pas le seul drame à se produire sur la Moisie. Ulysse! Ulysse! Ce film raconte l'histoire qui s'est passée il y a plus de 40 ans. C'est celle de Achille Volant et de Moïse Régis, deux Inuits qui ont été découverts sur une plage décédés. Encore aujourd'hui, Uashat-Makmaliotenam ont organisé une commémoration en lien avec cette perte. Une commission a conclu que leur mort était due à la noyade. Le rapport dit que le climat social, le manque de communication et de transparence ont exagéré la situation en créant des rumeurs. Le rapport a fait peu pour diminuer les tensions. Via des avocats, ITOM a formulé des demandes pour remédier à cette situation qui perdure. Pour nos activités à nous, au kilomètre zéro à l'embouchure, on fait de la pêche à truite de mer, la pêche traditionnelle. En 2018, les Inuits de Uashat-Makmaliotenam sont devenus propriétaires du camp Nipisis plus haut sur la rivière. Il n'y a pas moyen d'accéder à ce camp que par la rivière, si on traverse le terrain privé du camp Adams. La question du club, le club Adams, qui s'appelle maintenant le club de pêche de la rivière Moisie, qui appartient à des intérêts américains. On se demande pourquoi que le gouvernement, en 1980, lorsqu'il y a eu le déclubage, pourquoi il ne l'a pas ordonné aux locaux? La controverse du camp Adams reste encore et demeure toujours aujourd'hui. La rivière Moisie et les Inuits sont toujours connectés, même si le retour d'une section à la fois de la Meshtehibou se fait. Sylvie Ambroise, Nouvelles nationales d'APTN, Montréal. Des manifestations d'affirmation des droits des Inuits sont en cours. Les tensions montent et nous allons continuer à suivre la situation. Et en même temps, une manifestation des Atikamekw de Wemotaci a eu lieu à la centrale Rapide Blanc contre des travaux de réfection de Hydro-Québec. La centrale Rapide Blanc a reçu un montant de 613 millions pour la réhabilitation de la centrale située sur le Nitiskinnan. Les Atikamekw de Wemotaci ont dit qu'ils veulent faire partie d'une table de négociation avec la haute direction de Hydro-Québec en vue de participer au développement économique de la région. Le chef de la communauté n'exclut pas les recours juridiques pour faire valoir ses droits.
Ce qu'on voulait faire entendre, là, c'était un message là, qu'on envoyait à Hydro-Québec là, pour tenir compte là, de la Première Nation de Wemotaci dans tous les travaux d'Hydro-Québec qui se fait en territoire là, de Wemotaci. Selon un porte-parole, Hydro-Québec s'est dit « Nous sommes surpris de l'intervention médiatique du chef de Wemotaci et assure que les canaux de communication avec la communauté sont et seront ouverts. Des prochains contacts sont prévus sous peu. » Un épisode de Taken sur les ondes d'APTN. Une femme disparue depuis 2007 et un renseignement d'un homme qui a pris un verre avec une femme dans un bar de Montréal a mené à la famille de Laurélie May Francis à se rendre dans la plus grande ville du Québec, à la recherche de leur sœur disparue depuis longtemps. Lindsay Richardson nous explique cette histoire. Ils n'ont jamais arrêté de chercher. Do you know her? That's my sister. Really? Yeah. Oh my God, I'm so sorry. 13 ans et aucune nouvelle de Laurélie May Francis, du moins jusqu'à maintenant. Laurélie, we're out here looking for you in Montreal. We got a tip that you're here. Laurélie, membre de la nation de Neza, a quitté Grande Prairie, en Alberta, juste avant Noël 2007. C'est rapidement devenu une affaire non résolue, jusqu'il y a 2 semaines, lorsque la famille a reçu de l'information inattendue, un message Facebook d'un étranger. En 2015, quand j'étais à Montréal, j'ai rencontré une fille de l'Alberta. Son nom de famille était Francis. Ils se sont croisés plusieurs fois. If you have any information about the disappearance of Laurélie May Francis, visit our website. Mais c'est seulement en regardant un épisode de l'émission Taken sur les ondes d'APTN 3 ans plus tard que l'inconnu s'est rendu compte qu'il avait probablement rencontré Laurélie. La famille a donc fait le trajet à Montréal pour recueillir des nouvelles pistes. As soon as we got here Sunday night, we got another tip saying that they recognize her from the missing poster, saying that they recognize her and she was just here. Lance, son frère Lane et leur cousin River ont cherché autour du square Cabot où Laurélie avait été aperçue et remis des dépliants à tous ceux qui voulaient les prendre. There's no help. I asked officers on the street here, they weren't even wanting to take the picture. They just looked at it and walked by. How are they going to find their sister with that help? Ils ont dit que les policiers de Montréal les ignoraient et la GRC, qui est responsable du cas de Laurélie depuis 2007, n'aide pas non plus. We were talking to them before we came here, and every day we've been phoning and there's no help. La famille précise que l'information selon laquelle Laurélie avait été aperçue à Montréal ne s'est jamais rendue à la GRC. Après 5 jours complets ici, un enquêteur a finalement accepté de les rencontrer, mais il pouvait seulement promettre une chose, qu'il ferait de son mieux. La GRC n'a pas répondu aux demandes de commentaires d'APTN avant la date limite. I got this tattoo for the sisters that went missing across our country. Lane est visiblement marqué par la disparition de sa sœur aînée, mais il reste optimiste. But my sister's not missing, we're going to find her. Il raconte que la disparition de Laurélie a divisé la famille. My mother drank herself to death because she didn't know where her daughter was for all these years. Sachant qu'elle pouvait être vivante et les écouter, Lance exprime ce cri du cœur sincère. And we want to ask you a whole bunch of questions then so we could understand why you've been gone this long. Love you. Ils sont maintenant de retour chez eux en Alberta pour attendre, espérant qu'un jour, une sœur perdue depuis longtemps se joindra à eux. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Au retour, on vous parle de Emma Saganash, journaliste CRI qui a reçu un prix honorifique pour l'ensemble de sa carrière. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. La Radio-Télévision Digital News Association a récemment rendu hommage à une légende autochtone de la radio, en lui décernant sa plus haute distinction, soit un prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations de sa carrière.
Emma Saganache est une journaliste primée de la Nation Cri du Québec. Elle a pris sa retraite du service en langue Cri SRC Nord de Montréal en 2018. Sa carrière à la radio, à la télévision et dans le domaine de la gestion a duré plus de 40 ans. Emma Saganache est une survivante des pensionnats qui sert de mentor hautement respectée auprès des jeunes journalistes. Elle offre ses conseils aux jeunes autochtones qui envisagent une carrière en journalisme. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, et même ça fait longtemps, qu'on nous donne, dans les médias, on nous donne une perception négative. Il y a toujours une perception négative des Autochtones. C'est que moi, je trouve que c'est notre chance vraiment d'éduquer le monde à propos de nos Premières Nations, notre culture, notre tradition. Le Musée canadien pour les droits de la personne fait encore l'objet de critiques. Cette fois-ci à la suite d'un reportage de la CBC qui a été diffusé la semaine dernière. Les employés disent que le contenu LGBTQ au musée a été censuré et que les incidents de harcèlement sexuel ont été ignorés. Dans ce reportage, des employés anciens et actuels affirment que le musée honorait les demandes de certains groupes, y compris les écoles religieuses, qui consistaient à retirer ou à censurer des contenus homosexuels lors de leur visite du musée. Cette pratique a duré 2 ans. Jeudi, le ministre du Patrimoine canadien a répondu à la controverse. Our government expects national museums to be held to the higher standards of inclusiveness, social awareness, and respect. We are aware of apparent cases of self-censorship of LGBTQ realities at the Canadian Museum of Human Rights in Winnipeg and are taking this matter very seriously. Let me be clear. An institution like the CMHR should not be perceived as condoning homophobia or engage in self-censorship. Its role is to expose the realities of whose voices have been silenced, not silence them even more. La famille de Chantal Moore, une femme autochtone récemment tuée par la police, demande que l'agent responsable soit chargé du meurtre. Normalement, les fusillades policières au Canada sont suivies d'enquêtes indépendantes. Compte tenu de la poursuite des discussions au Parlement sur le racisme systémique, les défendeurs se demandent si le processus fait effet. Un reportage de Jamie Pachagomskum. There is systemic discrimination right across our country, in every part of our country, and in our institutions. Zane Tesler, le directeur général de l'unité d'enquête indépendante du Manitoba, révèle qu'il peut être difficile de mener des investigations impliquant des policiers qui ont commis un crime. In Manitoba, by legislation, any officer who's designated as the subject officer or the officer likely to have conducted themselves in the fashion that gave rise to the injuries or the death of an individual. They are given certain statutory rights where they cannot be compelled to participate in an interview or an investigation of that matter. L'avocate Naomi Metalik affirme que les enquêtes indépendantes permettent d'obtenir les meilleurs résultats que les enquêtes effectuées par des policiers, mais qu'elles ne sont pas parfaites. One of the problems with this is whether the independent investigating body recognizes the history and context of the relationship between Indigenous peoples and different police forces, Canadian police forces, and whether these investigating bodies are really representative of Indigenous people and can bring that perspective. Madame Metalik indique qu'une des solutions consiste à faire participer les peuples autochtones aux enquêtes menées par les services de police, car ce n'est actuellement pas le cas. Le ministre des Affaires du Nord, Dan Vandal, soutient que le Canada doit faire un meilleur travail sur le plan des enquêtes indépendantes sur la police. Il a décrit les actes dans les récentes vidéos de violence policière comme étant horribles et dégoûtants. It's something that's been around for generations. I mean, our first the government of Canada's first policy objectives when dealing with Native people in Canada was to civilize, Christianize, and then assimilate.
And that's really the root of all the discrimination and the racism. Le Comité de la sécurité publique et nationale se réunira sous peu pour examiner une demande présentée par 4 députés fédéraux en vue d'étudier les cas de racisme systémique au sein des forces policières du Canada. Un reportage de Jamie Pasha-Gomstrom, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Une nouvelle campagne publicitaire de Nike met en lumière la culture et la beauté de la communauté autochtone. Et bonne nouvelle, c'est un mannequin canadien qui sera en vedette. Ashley Collingbull, de la nation Cri d'Enoch de l'Alberta, sera l'une des 3 personnes qui représenteront la collection de chaussures et de vêtements N7 de Nike. Madame Collingbull est une ancienne Miss Univers, une mannequin et une actrice. La collection célèbre la culture autochtone et la flore de l'île de la Tortue. Après la pause, nous discutons de racisme dans le système de santé avec le Dr Stanley Volant. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le sujet de la discrimination systémique est difficile à éviter dans le contexte actuel. Le Dr Stanley Volant, un chirurgien Innu à l'hôpital Notre-Dame à Montréal, est notre invité cette semaine pour discuter du racisme dans les soins de santé. Par exemple, le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique a déclenché une enquête à la suite d'allégations de racisme dans un hôpital. La Nation métisse de la Colombie-Britannique et l'Association des centres d'amitié autochtones de la Colombie-Britannique ont présenté les allégations la semaine dernière. Le personnel médical aurait parié sur le taux d'alcoolémie sur des patients autochtones à l'hôpital situé à Vancouver. Les participants ont appelé ce jeu « Le prix est juste », comme l'émission de télévision du même nom. Que pensez-vous des récentes allégations de racisme concernant cet hôpital? Bien, je ne suis pas étonné d'entendre parler de racisme dans les hôpitaux parce que c'est un phénomène qui est déjà connu depuis des dizaines d'années. Moi, je suis dans un groupe de médecins qui... Dans 2005, déjà, on proposait des solutions contre le racisme systémique dans le système de santé à travers une proposition que les Maoris de Nouvelle-Zélande nous avaient proposées sur la sécurisation culturelle, c'est-à-dire de former les médecins, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, les gens qui arrivent autour du système de santé pour qu'ils soient sensibles, respectueux et connaissants des Premières Nations pour diminuer les risques de racisme. Donc, pour moi, je ne suis pas étonné du tout. Je l'ai vu de mes propres yeux dans différents hôpitaux au Québec, notamment à Sept-Îles, à Bécomo et dans d'autres hôpitaux où il y a toujours des préjugés vis-à-vis des Premières Nations, mais c'est des préjugés qui sont basés sur la méconnaissance. Je pense que les gens ne sont pas nécessairement racistes. Ils sont méconnaissants des Premières Nations et je pense qu'on pourrait... permettre de diminuer ce racisme-là en ayant une meilleure formation pour les gens qui gravitent dans le domaine de la santé. Justement, qu'est-ce que la sécurisation culturelle concrètement? La sécurisation culturelle, ça va au-delà de la sensibilisation. C'est-à-dire qu'il faut connaître les gens, il faut être sensible à la différence. Il faut connaître aussi d'où viennent les Premières Nations, leur histoire, la colonisation, les pensionnats, on connaît mieux à les connaître, à développer des compétences, c'est-à-dire mieux interagir avec les Premières Nations de différentes façons, connaissant leur histoire, leur particularité. Et la sécurisation culturelle, c'est que l'endroit où les gens vont aller, que ce soit dans la santé, en éducation, que c'est un endroit respectueux. Par exemple, il y a plusieurs Autochtones qui hésitent d'aller à l'hôpital ou à la clinique parce qu'ils ont peur. Ils disent, mais le médecin qui va être là, l'infirmière qui va être là, il va avoir des préjugés racistes envers moi, donc ça ne me tente pas d'aller. Et souvent, ça va faire des retards de diagnostic. Les gens vont venir très tardivement pour leur diabète, pour leur infection, pour leur cancer, parce qu'ils ont peur d'être jugés. Et lorsque on établit la sécurisation culturelle, les gens disent, bien, je vais aller à l'hôpital, je vais aller à la clinique parce que je sais qu'on va me respecter, je sais qu'on va me comprendre, donc je vais consulter rapidement. La sécurisation culturelle, c'est vraiment rendre un endroit sécuritaire pour que les gens se sentent
à l'aise d'aller consulter, que ce soit dans la santé, que ce soit en justice, que ce soit dans l'éducation ou partout ailleurs. C'est quelque chose qu'on devrait développer dans tous nos modèles. Et je pense qu'il faut que, premièrement, que les dirigeants, les leaders de nos provinces acceptent qu'il y a du racisme systémique dans leur gouvernement. À l'hôpital de Sept-Îles, il y a des agents de liaison pour les Autochtones, des personnes pour la langue. Pourquoi? Est-ce que ce serait peut-être une idée d'élargir leur mandat ou c'est quand même déjà une piste de solution? Bien, je pense qu'avec comme aussi, il y a des traducteurs, agents de liaison, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment que tout le personnel médical, les médecins, les infirmières, les auxiliaires, les préposés aux bénéficiaires, les gens de laboratoire, de radiologie, soient tous formés pour connaître mieux les Autochtones. Et c'est comme ça qu'on développe la sécurisation culturelle. C'est que peu importe où je vais aller à l'hôpital, tout le monde va me respecter, tout le monde va reconnaître ma différence et va même voir les Autochtones, ils portent des choses positives dans la société et pas voir comme un problème. Puis souvent, le racisme, c'est sur la méconnaissance et c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années à travers Innu-Mishkonu, Pomone-Mishkonu. Je fais des conférences dans des milieux non autochtones pour leur présenter c'est quoi le vrai visage d'un Autochtone en 2020 aujourd'hui. Puis les gens, souvent, après ça, ils disent, ben oui, c'est vrai qu'on devrait voir les Autochtones de façon différente. C'est d'enlever nos lunettes qui voient le monde selon un modèle occidental, puis de mettre les lunettes autochtones, puis de voir le monde de façon différente. Accepter l'autre avec ses différences. À part de ça, ce serait quoi les solutions? Les solutions, c'est que le gouvernement reconnaisse le problème, qu'on investisse dans le domaine de la formation des intervenants en santé et par la suite aussi en justice, en éducation. Parce que moi, quand j'étais à l'école au secondaire à Québec, ben j'en ai eu je me suis battu souvent, j'en ai eu des œils au beurre noir parce que j'étais différent. On m'appelait le Kawish, on m'appelait le sauvage, on m'appelait le chinois. Puis je parlais pas beaucoup français, je parlais en Innu, puis j'avais un accent, puis les gens riaient de moi, puis les gens ils me méprisaient parce que j'étais différent. Donc c'est la ségrégation culturelle doit être dans tous les milieux, pas juste en santé, mais dans tous les milieux de vie des Premières Nations. Et un jour, à ce moment-là, les Premières Nations auront des chances égales de développer leur plein potentiel que les autres, et on contribuera, et on contribue déjà à la richesse collective. Je pense qu'on est des acteurs qui sont importants, qui sont on doit faire affaire avec nous puis apprendre à nous connaître pour faire grandir notre pays. Tsinishkumadan qui dit Sylvie. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.